Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Il faut que tu mettes super fan. Pardon. C'est pas moi qui mets sur Facebook, c'est pas moi qui mets sur super fan. Sur Facebook, c'est quand tu commentes régulièrement que on te met super fan ou bien top fan. Donc il faut une fréquence. Il faut une constance dans tes commentaires, tes likes et tout sur Facebook. Et tu auras ton badge automatiquement. Sur TikTok, je pense que c'est quand tu envoies les cadeaux que tu as les trucs de super de fans machin là. Après sur YouTube aussi, il y aura les badges aussi. J'ai bien customisé les badges là, c'est avec la magie. Donc on va pouvoir commencer. Vous connaissez le secret. Quand on monte, s'il vous plaît, allez droit au but. Faites l'effort de parler un peu fort parce qu'on est là justement pour vous écouter. Étant donné qu'on ne voit même pas vos lèvres bouger. Si on n'écoute pas bien, on va pas bien apprécier l'histoire. Ne soyez pas stressé quand vous montez. Étant donné que vous découvrez que devant votre téléphone, c'est pas comme moi que je vois les commentaires là. Vous pouvez mettre le téléphone comme ça, vous raconter. N'ayez pas peur. Parlez posément. Parlez comme d'habitude. Pas trop de watts. Non, ne wattise pas ici, s'il vous plaît. Racontez l'histoire posément, comme vous parlez d'habitude. Genre de causer avec quelqu'un. Passe-moi la bouteille là. Après, je suis parti, je suis sorti, je suis allé acheter quelque chose au Carrefour. Et après, le monsieur m'approche et il me dit, voilà, parlez comme d'habitude, s'il vous plaît. N'essayez pas de trop. C'est pas le film, c'est pas un théâtre, ce n'est pas la course, c'est pas un documentaire. Ok? On ne mentionne pas les noms des concernés. Merci. On va commencer. Première histoire. Bonsoir, God King. Bon. Salut. Oui, vous m'écoutez bien? Oui, très bien. Bien, bien. Et vous-même? Je vais très bien, merci. Bon, je ne sais pas si je peux déjà commencer avec l'histoire. Oui. Ok. L'histoire, c'est l'histoire de mon grand-père. Parce que mon grand-père, il était chef du côté maternel. Bon, ils avaient un avion de nuit. Vous savez que généralement dans les villages, tous les chefs des différents groupements sont de très bons amis, de très bons collaborateurs. C'est donc comme ça qu'ils vont prendre l'avion de nuit pour se rendre aux États-Unis. Ils vont aller jouer au casino à Las Vegas. Parce qu'il m'explique, c'est lui-même qui m'avait raconté, enfin il nous avait raconté ça. Ils arrivent, ils jouent au casino. Comme ils étaient 3, bon, chacun avait gagné un sac. Parce qu'il expliquait que les sacs qui sont souvent comme ce qu'on emballe l'arachide là. Il a gagné un et les autres aussi, chacun avait gagné un sac. Et maintenant la condition du sac là, c'est que tu ne sais, donc tu peux gagner toutes choses. Ça peut être la pauvreté, ça peut être la malchance, ça peut être donc tout genre de choses. Mais tu n'ouvres pas ça là-bas, donc tu ne connais pas ce que tu as gagné. C'est quand tu arrives dans ton village que tu ouvres ça. Donc si c'est ce qui est mauvais, c'est ce que le village va porter. Si c'est ce qui est bon, c'est ce que le village va porter. Quand chacun a donc gagné le sac, ils sont retournés. Quand l'autre s'arrêtait dans son village, il ouvre. Le premier qui s'est arrêté dans son village, quand il a ouvert, c'était le poisson qui était à l'intérieur. Et parce que moi, du côté maternel, moi, je suis de la Haute-Sanaga. Donc, je vais juste dire le département du côté camerounais. Je suis de la Haute-Sanaga. Mais je ne vais pas pour donner les villages. Mais ceux qui m'écoutent, qui sont de là-bas, vont reconnaître. Quand le premier est arrivé, il a ouvert son sac, c'était le poisson qui était dedans. Et la zone là a tellement de poissons, est tellement riche en poissons d'eau douce, tellement, toutes sortes de poissons. Là, le deuxième, quand il arrive, quand lui il ouvre, c'est le serpent qui est dedans. Et dans cet arrondissement là, parce que jusqu'à présent c'est toujours un arrondissement qui est en train de bien se développer. Chaque jour on tuait les serpents là-bas. Donc les serpents mordaient tellement les gens, que ce soit de jour comme de nuit. Donc une journée ne pouvait pas passer sans que dans un quartier ou dans des quartiers, on ne tue au moins dans une maison 2 à 3 ou à 4 serpents. Maintenant, mon grand-père, nous,
quand lui il arrive dans notre village, il ouvre, pour lui c'était les moustiques. Et c'est comme ça que dans notre village, donc, il y avait tellement de moustiques. Bon, on se demandait, parfois, chaque fois qu'on allait en vacances au village, parce qu'on fuyait même souvent le village, on disait qu'on ne part pas au village, il y a trop de moustiques. On demandait que, mais pourquoi il y a les moustiques? Pourquoi il y a les moustiques? C'est où ils nous racontent dans l'histoire que je suis en train de raconter ici aujourd'hui. Donc la leçon c'est quoi? Parfois certaines choses, vous voyez certains villages, il y a des choses, vous ne connaissez pas que non. C'est les chefs étaient partis dans un casino, ils sont allés jouer, c'est les sacs qu'ils ont gagnés là-bas, c'est ça qu'ils ont ramené. Vous pouvez voir un village, pour avoir de l'eau là-bas c'est difficile. Par exemple, il y a un secteur là, à Nangaï, on appelle ça un Kodnam, qui veut dire donc un endroit sec, où il n'y a pas d'un endroit sec. Donc parfois vous pouvez voir dans un village les gens ont seulement l'épilepsie, bon bref des choses bizarres mais qui sont communes au village. Parfois c'est ce genre de choses là. Bon, s'il n'y a pas quelqu'un qui peut raconter une autre histoire, je peux raconter une deuxième histoire si vous le voulez bien. Ok, vas-y alors. D'accord, la deuxième histoire, c'est une histoire que nous avons personnellement vécue. Parce qu'un de mes oncles, il est entré dans une famille, il a épousé une femme de cette famille. Ce qui fait qu'automatiquement, cette femme est devenue ma tante. Et bon, les enfants de ce côté sont devenus mes cousins, mon frère, parce que le terme cousin n'existe pas trop dans nos villages. Bon, lui, je vais un peu le nommer. Mon cousin Gérard, il avait énervé sa grand-mère. Et sa grand-mère lui dit, attends, tu vas voir, je vais te faire. Parce qu'il était habitué à faire la chasse, il aimait faire la chasse. Et il avait son petit frère. Et son petit frère-là aimait tellement leur grand-mère. Il était toujours accompagné de sa grand-mère, que sa grand-mère, bon bref, il était comme le porte-monnaie de sa grand-mère. Et c'est lui qui faisait tout pour sa grand-mère. Parce qu'on disait que bon, c'est une sorcière et tout, parce que même ses propres enfants qu'elle avait fait, et certains de ses petits-fils, tout le monde l'a délaissé. On ne voulait même pas la sentir. Mais le petit frère de Gérard, il était la seule personne qui la supportait, la seule, donc bref, qui faisait tout pour elle. Donc lui, il aimait tellement. Mais bon, elle a eu les problèmes avec son grand frère qui est Gérard. Et elle a dit à son grand frère que je vais te faire, tu vas voir. C'est donc comme ça qu'un jour, Gérard part à la chasse avec son petit frère. Quand ils partent, il piste des animaux, il ne voit rien. Finalement, il tombe sur un pangolin, un très gros pangolin. Il arme, il tire. Quand il tire, le pangolin tombe, le pangolin s'arrête, se tourne et le regarde. Bon, lui, il n'a rien trouvé de louche à ça. Il dit donc à son frère, ok, attends-moi là, je suis le pangolin. Il est derrière le pangolin, il l'arme encore. Quand il tire, il suit comment son frère lui dit en patois que Gérard, tu m'as tué, Gérard, tu m'as tué. Tu as tiré sur moi, tu as tiré sur moi. Quand il regarde, il voit que effectivement il a tiré sur son petit frère. C'est où le pangolin se retourne. Le pangolin lui dit que n'est-ce pas, je t'ai dit que je vais te faire, non? Tu vas donc voir. C'est donc comme ça qu'il laisse l'arme là-bas. Pour un premier temps, il fuit d'abord. Et c'est elle qui commence donc à alerter les gens que je suis sûr que comme Gérard était jaloux de son petit frère, il est parti le tuer en brousse. Bon, on prenait d'abord ça à la légère. Mais quand on a vu 2 jours, finalement, mon frère, il a eu le réflexe de revenir au village, voir le chef et avouer ce qui s'est passé en forêt. Curieusement, on n'a pas cherché de midi à 14h, on a seulement indexé cette grand-mère-là. Parce que quand il a relaté les faits, et tout le monde s'était souvenu qu'il avait dit que, elle avait dit que je vais te faire, tu vas voir. On lui dit donc, mais toi, tu as quel genre de sorcellerie qui ne réfléchit pas? Tous tes propres enfants que tu as mis au monde t'ont fui. Tes propres petits-fils t'ont fui. Le petit frère de Gérard que tu as fait tuer, il était la seule personne qui te supportait et qui faisait tout pour toi et qui était toujours avec toi. Et donc, c'est cette récompense-là que toi, tu lui donnes. C'est comme ça qu'on l'a banni du village. La chance qu'il avait eu, c'est que bon, on connaissait déjà cette grand-mère-là comme une habitude de ce genre de choses. Donc, on l'a banni du village. Et Gérard, bon, on était quand même parti déclarer au sous-préfet. Il avait fait
6 mois en prison, juste une prison morale, mais lui-même, il était touché. On l'a pas banni du village, mais il a préféré quitter parce que regarder chaque fois la tombe de son petit frère, ça le traumatisait. Donc, pour moi, la leçon de ça, c'est que la sorcellerie méchante n'a pas de sentiments, ça n'a pas d'amour, c'est un peu ça la sorcellerie de l'homme africain. Tout c'est seulement pour détruire autour de soi et ne rien faire. Donc, j'ai toute une panoplie d'histoires parce que moi-même, je suis une histoire vivante. On aura le temps de mieux faire connaissance. Et lorsque je suis toujours, te dirais, là, c'est juste une parenthèse. Les gens accusent toujours le Gabon, il y a trop de sorcellerie au Gabon. Non, il y a des gens qui sont courageux et qui viennent raconter leur histoire. Et cela ne veut pas dire qu'automatiquement, comme ce sont les Gabonais qui racontent leur histoire, cela veut dire qu'il y a assez de sorcellerie au Gabon. Non, il y a la sorcellerie partout. Merci beaucoup pour l'intervention et merci pour les histoires des God Kings. Ok. Il y a les commentaires. As de pique. Moi, j'ai remarqué que TikTok a fait la mise à jour. Donc maintenant, on ne sait même pas qui est venu avant, qui est venu après. C'est là, c'est terrible. Hein? Donc, le folklore, maintenant, on va seulement passer comme ça de manière aléatoire. Donc, on va continuer. Mais c'est quand même qu'il y avait Nana Fraise depuis en attente. Donc. Merci à encourager tous ceux qui montent raconter là. Ce n'est pas facile de monter raconter son histoire. Hein. Allô? Ah. Bonsoir, Nana Fraise. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Oui, comment tu vas? Non, ça Très va. bien, merci. Ça va bien. Alors, l'histoire s'est passée 3 ans de cela, voilà. Donc, le truc, c'était quoi? J'étais amie avec un ami franc-maçon, voilà, de la Rose-Croix. Donc, du coup, mon ami, il avait beaucoup d'argent, tu vois. Mais je voulais pas intégrer le groupe de la Rose-Croix, en fait, voilà. Donc, je lui ai dit, on va dealer, en fait, sur quelque chose, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il m'a proposé? Il m'a dit, on va faire un deal sur les hôtels. C'est-à-dire que récupérer les draps des hôtels, c'est-à-dire que quand il y a des gens qui vont en salle de détente et tout ça là, il y a d'autres qui vont pour Nioxi, si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Donc la sueur de ça. Non, je ne vois pas. Je ne vois pas. Est-ce que tu peux monter un peu plus de ton volume, s'il te plaît? J'allais parler un peu plus fort. D'accord. Donc j'étais en train de dire que j'étais amie avec un ami franc-maçon, voilà, de la Rose-Croix. Donc du coup, quand il avait beaucoup d'argent, je m'intéressais beaucoup, mais je voulais pas intégrer du coup le groupe. Donc j'ai voulu dealer avec lui pour pouvoir avoir beaucoup d'argent, tu vois. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On s'est dit qu'on va aller prendre des draps, c'est-à-dire des draps des hôtels. C'est-à-dire la sueur de ces personnes-là. Quand ils finissent, soit ils sont, quelqu'un est allé dormir à l'hôtel, il y a d'autres qui sont allés, ce qu'on appelle Mougou, via Nioxé, en fait, voilà. Donc, du coup, on était, j'avais payé, comment on appelle ça, les hommes des hôtels, ceux qui nettoient souvent des chambres et tout ça, là, le reste. Donc, on était en complicité avec ces gens-là. Donc, que ça soit des draps, des savons, tu vois, des savons parfois où vous lavez avec. Et du coup, il y a peut-être des poils des cheveux restent. Voilà, donc on récupère tout ça, en fait. Et quand on récupère, je vais le lui donner. Du coup, il prend toutes les chances. Si par exemple, tu es en train de préparer un bac, tu vas échouer. Si tu es en train de préparer un mariage, ça va échouer. Si tu es allé déposer un dossier pour qu'on puisse te prendre et tout ça là, ça va échouer. En fait, genre, ça va apporter la malédiction, ça va casser, en fait, voilà. Donc, du coup, c'était comme ça, c'est ce qu'on faisait et tout ça là. Après, un moment, on a décidé d'arrêter avec ça, en fait. J'ai décidé de couper parce que je me disais qu'on était en train de faire tellement du mal aux gens, en fait, tu vois. Et le fait de se mettre à la place, voilà. Quand j'ai parlé à une amie, elle a dit que non, ce n'est pas bien et tout ça. Donc, j'avais préféré arrêter. Mais quand j'ai préféré arrêter, c'est-à-dire arrêter le contrat avec, ça m'a donné une de ces maladies. Franchement, j'avais tellement maigri, voilà. Moi-même, je savais ce que j'avais, mais même à l'hôpital, quand on partait, il n'y avait pas du tout quelque chose pour soigner, c'était juste la prière. Donc, c'était un peu ça, c'est pour dire aux gens
en tout cas, quand vous partez dans des hôtels, c'est vrai que vous pouvez pas emmener des draps, voilà, pour échanger, mais jetez du sel. Quand vous jetez, une fois qu'on jette du sel et tout ça, pour les personnes qui connaissent, en tout cas, on peut pas prendre le drap, rien, parce qu'on sait déjà que ça va pas marcher. Voilà. Donc, ça sera annulé. Donc, que ce soit les préservatifs que les gens jettent, les mouchoirs, on prélève votre chance avec. Donc, il faut être vraiment, faut éviter ça. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup pour l'histoire, Nana Fraise. Ouais, je t'en prie. Dans Dans les les commentaires. commentaires alors. Ok. Allô? Bonsoir, Lynn. Bonsoir DMG, bonsoir à toute la communauté. Voilà, je ne serai pas très longue. Il y a de cela quelques années, j'étais au chômage. J'ai fait appel à mes connaissances et un ami m'a fait comprendre qu'il avait une autre amie qui avait besoin d'une nounou. Du coup, je me rends chez elle et à mon arrivée, je trouve une autre fille avec elle, qui était sa camarade en fait. Voilà, je sympathise immédiatement avec la fille et elle me pose des questions genre « mais tu es trop belle, qu'est-ce que tu fais ici, tu viens d'où ?» Je lui fais comprendre que je venais d'une localité touristique, mais vu que j'avais un petit bébé sous la main, je pouvais pas facilement faire n'importe quel genre de travail, voilà. Du coup, elle me dit, bon, après ton mois de travail, j'aimerais rentrer avec toi d'où tu viens, parce que comme je suis en vacances ici, parce que la fille en question était guinéenne. Elle me dit, après ton mois de travail, j'aimerais te suivre en Sardaigne. La Sardaigne, c'est une ville en Italie. Voilà, du coup, après mon mois de travail, elle rentre avec moi en Sardaigne. Et subitement, quand elle arrive, elle me dit qu'elle aimerait prendre une maison 3 semaines. Voilà, je l'aide à trouver la maison et tout. Le lendemain de son arrivée, je vois, elle commence à sortir. Je veux dire, elle ne connaissait pas la zone. C'est là que je me suis rendu compte qu'elle était inscrite à Subadou. Donc, elle rencontrait les hommes et la fille en question était mariée. Elle sortait avec des hommes, mais elle ne sortait pas avec n'importe qui. Voilà. Si tu étais le genre qui travaillait un peu peut-être dans un supermarché ou un travail humble quelconque, elle n'était pas avec toi. Donc, elle aimait les chefs d'entreprise et tout et tout. Un jour, donc, elle me dit, Laura, tu es trop jolie pour faire ce genre de vie. Tu as l'âge de donner l'argent à ta mère au lieu de rester là, monter, descendre avec les gens qui ne vont t'aider en rien. Et elle me pose une question. Serais-tu capable de faire 3 jours avec un serpent dans la maison? Je lui ai dit, moi, j'ai pas le courage de faire ça. Tu parles de quoi? Elle me dit, ah, je demande seulement, c'est pour voir si tu as le cœur. Je lui ai dit, en tout cas, moi, je peux pas faire des choses pareilles. Bon, là, la discussion s'est arrêtée là. Quelques jours après, précisément 4 jours après son arrivée, elle me dit qu'elle doit se déplacer, elle doit se rendre dans une autre ville pour ses affaires. Bon, je sais pas quelle affaire. Et qu'elle reviendrait après 2 jours. Voilà donc la fille part. Et elle me dit qu'elle va laisser ses valises dans la maison qu'elle avait louée et de rester contrôlée. Voilà, à son départ, donc 1 jour, 2 jours, 3 jours après, la fille ne revient pas. Je l'appelle, elle ne répond pas. Je le rappelle, je dis, mais attends, un jour elle me répond, je lui dis, mais tu as laissé tes choses dans la maison, tu as loué la maison pour 3 semaines. Et la dame est en train de me demander de libérer la maison. Moi, je ne sais pas quoi faire. Tu sais que j'ai pas un endroit stable. Donc, je ne peux même pas prendre tes choses pour les amener chez moi. Elle me dit, OK, tu sais ce que tu vas faire. Tu vas fouiller dans mes valises. Tu vas trouver, il y a de l'argent. Tu vas plier mes choses et me les envoyer. Voilà, du coup, donc, j'accepte. Je me rends chez elle, dans la maison que j'avais louée en son nom. J'ouvre ses valises. Je trouve ses garnitures. Dont les garnitures déjà utilisées dans des sachets dans la valise. Et en bas du lit, elle me dit, en bas du lit, tu vas trouver une petite boîte, s'il te plaît. Tu prends aussi la boîte, tu mets dans la valise et tu envoies. Quand j'ai vu les garnitures, donc j'ai eu peur. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? Nous sommes quand même en Europe où tous les jours, les gens de Isakam, si je peux dire ça comme ça, passent prendre la poubelle. Donc, tu gardes les garnitures, c'est pour quelle raison? Elle me dit, non, c'est parce que je ne veux pas jeter, donc prends juste, tu gardes. J'ai dit, non, moi, je peux pas toucher à ça. Et la boîte qu'elle avait en bas du lit, c'était une boîte qui contenait un produit comme l'huile de palmiste, très noire.
quelque chose de très noir. Donc, du coup, j'ai eu peur. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce que c'est que tu caches en bas du lit? Pourquoi pas à la cuisine ou au salon? Elle me dit, non, c'est un médicament qu'on m'a fait en Afrique avant d'arriver ici parce que je souffre de règles douloureuses. Mais jusque-là, je ne croyais pas à tout ça. Aussi parce que quand la fille était avec moi, on sortait souvent le matin, tu vois, elle dépensait les 500 €. Donc, je n'ai jamais vu la fille avec un billet de 50 €. Jamais. Elle sortait, elle n'avait que les gros billets et tout. Et c'était pas le genre de fille qui pouvait te dire, bon, j'ai envie de boire un café, je t'offre un café. Non. Elle était le genre qui mangeait l'argent devant toi, donc elle dépense devant toi, mais elle n'est jamais prête à t'offrir quelque chose. Auparavant, ça m'énervait, mais c'est aujourd'hui que je comprends que peut-être elle voulait juste me montrer à quel point je pouvais être comme elle. Voilà, donc un peu pour me choquer. Du coup, donc, je l'ai appelée, j'ai dit, moi, je peux pas toucher à ces choses-là parce que je sais pas ce que c'est. Elle me dit, non, ne t'inquiète pas, tu peux prendre, il n'y a pas de problème. Si tu veux, tu appelles n'importe qui que tu connais, africain, et tu poses des questions. Parce que moi, de toutes ces choses-là, je ne savais rien, voilà. Mais quand j'ai vu ça, j'ai vraiment eu peur. Voilà, du coup, j'ouvre alors la valise, je verse le sel, parce que ma mère m'a toujours dit, quand tu as peur, si tu vois quelque chose que tu ne connais pas, verse le sel et tu fais ta prière. Voilà, je verse le sel, et en mettant les choses dans la valise, je trouve une autre poche où il y avait les lames de rasoir. Jusque-là, je ne comprenais pas. Moi, je ne savais pas tout ce qu'elle faisait avec. C'est là que j'ai commencé un peu à réfléchir. Je dis, déjà, elle me demande si je peux dormir avec le serpent pendant 3 nuits dans une chambre sombre. Aujourd'hui, je trouve la boîte en bas du lit. Je trouve les lames de rasoir dans son sac et les garnitures. Donc, pratiquement, c'était ces choses-là qu'elle utilisait, voilà, pour se faire de l'argent. Sans oublier que la fille était mariée à un Italien. Donc, le gars était vraiment assis. Tu comprends, le gars était vraiment assis. Donc, en ce moment, j'étais un peu confuse. Je ne comprenais pas. Je disais, mais tu as un homme qui te donne suffisamment d'argent. Tout ça là, c'est pourquoi? Et elle me disait toujours, tu ne peux pas comprendre, laisse tomber, tu ne peux pas comprendre. Depuis que cette fille est partie, elle n'est jamais revenue prendre ses valises. Moi, à la fin, j'ai eu peur. Je lui ai dit non, moi, je peux pas toucher à ça parce qu'on ne sait jamais. Parce que je ne comprenais pas. Elle vient pour 3 semaines. Elle reste 4 jours et après, elle disparaît et elle abandonne ses choses. Donc, elle voulait juste que moi, maintenant, j'aille prendre ces choses. Peut-être en touchant quelque chose pouvait m'arriver, je ne sais pas. Parce qu'elle avait les moyens de revenir. Elle était dans une ville où elle ne connaissait personne. Donc, ce voyage subit qu'elle a fait, vraiment, n'avait pas de sens. Donc, du coup, depuis que cette fille est partie ce jour jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus jamais mis mon œil sur elle. Donc, j'ai alors appelé la bailleresse qui était une Italienne, qui est venue chez elle, dans la maison en question, récupérer les choses. Parce que les Blancs en question ne croient pas à ces choses-là, voilà. Donc, moi, j'ai appelé la dame, j'ai dit, moi, je peux pas aller là-bas, j'ai dû mentir. Parce que je voulais que la dame en question aille prendre les choses et elle envoie la fille. La fille s'est énervée. Elle m'a demandé pourquoi est-ce que j'envoie quelqu'un d'autre toucher à ces choses quand moi je dormais avec elle à la maison. Moi je lui ai dit ce que tu as en bas du lit là. Moi personnellement je peux pas toucher à ça parce que à chaque fois que je regardais cette boîte mon cœur battait. Donc du coup ça c'est pour dire il faut vraiment faire attention. Voilà. Moi, je voulais juste aider la fille, si je peux dire ça comme ça, parce qu'elle me dit, moi, je veux venir en vacances, je m'ennuie ici et tout et tout. Voilà, je l'ai amenée avec moi. Elle a commencé à dépenser l'argent en désordre, mais jamais une fois elle m'a dit, tu as besoin d'un café, tu as besoin de quelque chose. Je sais pas. Tout ce qu'elle me disait, c'était, regarde comment tu es belle, tu perds ton temps, tu as l'âge de donner l'argent à ta mère, te voilà, tu ne fous rien. Moi j'ai le cœur, si toi tu avais le cœur tu serais loin, continue comme ça, tu ne vas arriver nulle part. Je lui ai dit maman merci, laisse-moi dans ma pauvreté, tu pars. C'est comme ça donc que la fille est partie, même son blanc l'a laissée. Aujourd'hui c'est elle qui m'appelle pour me demander si elle peut venir chez moi chercher le boulot. Donc ça c'est pour dire à la fin que tout ça ne sert à rien. Tout ça vraiment ne sert à rien. Donc, depuis là, je n'ai plus mis l'œil sur la fille. Je sais pas ce qu'elle faisait avec les garnitures dans la valise et tout le reste. Il y avait beaucoup d'argent dans cette valise. Elle m'a dit, prends 500 €, tu enlèves 200 €, tu envoies les choses et 300 € tu gardes pour toi pour le service. J'ai refusé et voilà, c'était tout. Merci beaucoup. Wow.
Ça, c'est une très bonne histoire, vraiment, qui, j'espère que ça va vraiment toucher beaucoup de personnes dans le direct là. Et même quand on va reposter, ça pourra vraiment aider les gens. Parce que c'est clair qu'elle voulait te faire quelque chose. Elle a seulement cherché le moyen de te prendre, elle n'a pas trouvé. Elle n'a pas Ça, trouvé, effectivement. Ouais. Ça. D'accord. Et toi, tu étais intelligente, t'as envoyé envoyé l'autre femme là pour aller regarder, prendre ces choses-là. Tu tentais de prendre, tu vas comprendre. Non, j'ai eu vraiment peur. J'ai dit en tout cas, la blanche ne va rien comprendre dedans. Donc, c'est sûr, bon, j'ai un peu culpabilisé en ce moment parce que j'ai dit, et si la dame arrivait là-bas et trouvait quelque chose? Voilà, mais elle ne pouvait pas comprendre. Donc, du coup, je me suis sauvée de cette façon, voilà, ouais. En tout cas, merci beaucoup pour l'histoire. Et si tu as d'autres histoires, tu pourras monter encore nous raconter. Tu racontes très bien, en tout cas. Merci pour l'opportunité. Dans les commentaires. Dans les commentaires. D'accord. Il y a des trucs ici dehors. Il y a une jeune fille, je vais pas dire une jeune fille parce que quand tu écoutes sa voix, et tu sens que c'est une petite fille qui traverse un truc terrible en ce moment-ci. Elle a envoyé son audio et elle m'a dit de masquer la voix de peur qu'elle a pas mis qu'on reconnaisse sa voix en fait. Et l'histoire est tellement détaillée que même si elle raconte comment on va reconnaître c'est qui. En fait, c'est qu'elle est en train de traverser, c'est quoi? C'est elle soit avec un monsieur, un politicien. Chaque fois que le gars veut coucher avec elle, quand il couche avec elle, il pisse dans elle. C'est-à-dire que pendant que son truc est encore dans son truc, il pisse. Il fait ça jusqu'à maintenant, elle est malade. Elle ne sait même pas où elle va se plaindre. Donc il y a des trucs avec des conditions bizarres, avec je ne sais pas comment, où tu te retrouves en train d'accepter ce genre de conditions-là. C'est quoi le projet? Hein? Maintenant, si je ne peux pas poster l'histoire, je ne sais même pas comment je vais faire pour la garder l'histoire là, vraiment. Ah, dis donc. Allô, bonsoir. Bon, déjà que j'étais abonné, vous likez vraiment. Moi, je reste comme ça. Parfois, je mets juste mes AirPods, je lance juste les vidéos, j'enchaîne. J'ai tout suivi jusqu'à je sais plus ce que je vais suivre encore. Donc, ça concerne ma famille. Parce que j'ai deux histoires. Pour moi, personnellement, ce que j'ai eu à vivre en tant qu'albinos. Et j'ai une autre histoire, ça concerne ma famille. Donc, je pense que je vais commencer par ma famille, oui. Par ma famille. Donc, voilà. Tu es albinos, hein? Oui. Voilà. Je suis ton goût. T'as dit que Dame, tu es mon futur mari. Voilà. Je disais en passant. Je disais en fait, ça concernait ma famille. Donc voilà, l'histoire commence ça fait depuis des années déjà que mon oncle X Albert, tonton Albert, s'est marié à ma tante, disons Antoinette. Alors, Antoinette avait déjà des enfants avant d'épouser mon oncle Albert. Et elle avait une fille. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte de beaucoup de choses qui se passaient dans la famille, énormément de trucs. Mon frère, et ça a beaucoup plus affecté les enfants de ma mère que les autres enfants, parce que ma mère est quelqu'un d'assez maternel, elle se rapproche de tout le monde, elle laisse tout le monde entrer chez elle. Je peux dire, n'importe qui pouvait entrer, même le sorcier, le vampire, parce que ma mère elle est toujours en train d'ouvrir la porte à tout le monde en fait. Elle ne se méfie pas des gens. Les trucs de sorcellerie, ça passe pas trop dans sa tête en première vue. Ou mystiquement, ça passe pas trop dans sa tête. Donc cette petite a commis beaucoup de dégâts et elle en commet encore. Là où présentement je vous parle. Donc je parle aux gens aussi pour consentir, pour faire vraiment attention. Donc on a commencé à constater certains petits problèmes dans notre famille. Ma grand-mère déjà arrivait tout le temps. Des serpents dans son lit. Dans les nuits, elle faisait des cauchemars tout le temps. Et cette petite était chez nous en vacances, parce qu'elle partait chez nous en vacances. Tout le temps, elle faisait des cauchemars. Mes frères, quand ils étaient en vacances avec cette petite, elle n'est pas grande, elle a 16 ans, elle a commencé, elle avait 14 ans quand tout ça a commencé. Elle avait 14 ans quand tout ça a commencé jusqu'à maintenant. Donc ça fait déjà 3 ans, on est là comme ça, on subit. Mais on s'était éloigné. C'est vrai ça va petit à petit, mais on s'est éloigné, mais on subit depuis 3 ans. Mes frères étaient en congé en vacances chez la grand-mère avec elle, comme voilà, en vacances. Mon frère qui ne pisse pas au lit, il a commencé à pisser au lit.
L'autre, en revenant, en rentrant des vacances, on avait constaté beaucoup de choses. Ma grand-mère, des rêves. Ma petite soeur mon petit frère qui était très brave à l'école. C'était comme si on avait seulement mangé son cerveau, il ne comprenait plus rien. Un enfant qui sortait parmi les 5 premiers commence à être parmi les derniers depuis qu'il était rentré des vacances avec cette petite. Ma petite sœur, ces choses n'avançaient plus, ces choses ne marchaient plus, celle qui me suit, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Dans un moment, on ne savait pas. On a la bonne négligence, c'était pas bon. On se disait que peut-être les enfants, peut-être ils n'apprennent pas, peut-être l'autre, voilà. On a essayé comme on pouvait essayer. C'est un jour qu'elle repart encore en vacances chez ma grand-mère, que ma grand-mère le trouve un jour dans la nuit, elle était assise. Ma grand-mère se levait pour aller pisser. Elle le trouve carrément dans la nuit, avec les bougies autour d'elle, elle est en train de parler. C'est qu'elle parlait, ma grand-mère ne comprenait pas. Elle était comme des invocations, dont ma grand-mère prend peur, elle aussi, elle se saute. Ma grand-mère, qu'est-ce que tu fais là? Elle dit rien, elle éteint. Ma grand-mère toute la nuit n'a pas dormi, elle était dépassée. Elle appelait ma maman, elle a parlé à ma maman, elle appelait tout le monde. C'est ça qui a attiré notre attention. On appelle sa maman. Enfin, elle n'a pas grandi avec sa mère, malheureusement, elle a grandi avec sa grand-mère. Donc elle a l'esprit de sa grand-mère. Ce sont les bêtis. Mon oncle, ce sont les bêtis, elle a l'esprit de sa grand-mère en elle. Une fois encore, elle est tout restée là-bas. Hein. Elle restait, on s'était ma grand-mère aussi dit que c'est on a dit peut-être la grand-mère exagérée, peut-être l'enfant était en train de faire un jeu et tout. Deuxième fois encore, elle trouve la petite dans le couloir en train de elle était coupée. Elle parlait des trucs que ma grand-mère ne comprenait pas. Elle parlait des trucs. Là, ma grand-mère dit que non, ici, là, il y a un truc qui se passe en fait. Il y a un truc qui se passe. On a convoqué toute la famille. On a appelé un prêtre. Un prêtre et tout. Elle a commencé à parler. Elle a tué 150 personnes. Et ça ne s'arrête pas. Oui, présentement. Donc, je ne sais pas s'il y a des accidents qui se passent en cours de route. C'est elle, je ne sais pas. Je sais pas, mais elle attaque toujours autant notre famille, en fait. On a essayé on s'est dit que c'est sorti parce qu'on a fait vraiment, on a marché d'église en église, on a fait beaucoup de choses, beaucoup. Là, on sait même plus comment on va faire parce qu'on est dépassé. Moi, je suis pas trop famille, donc la plupart des choses, c'est ma mère qui vient vers moi pour me parler. D'où elle n'a pas réussi à m'atteindre parce que je ne suis pas, j'aime ma famille, mais je vis ma vie sans pour autant que ils savent vraiment ce que je fais en fait. D'où elle n'a pas réussi même à m'atteindre. Mon frère, quand on a fini de faire tout ça, on va dire, mon frère a commencé un peu à l'école normalement. Il remontait un peu ses notes. Ma petite soeur a arrêté de pisser au lit. Elle a dit comment elle a enterré le vêtement de ma soeur quelque part. C'est pour ça que tout ce qu'elle fait, ça ne marche pas. Tout ce qu'elle lui. Moi, on a demandé pour moi. Parce on était en train de l'exorciser, elle parlait. On a demandé pour moi, elle dit non. Moi, en fait, elle n'a pas trouvé le moyen de m'atteindre. Parce que je ne suis pas trop, elle ne connaît rien, elle n'a pas de contact avec moi vraiment. Je ne cause pas avec elle. On a continué. On s'est dit que c'était fini en fait, que c'est fini et tout. Récemment encore, mon oncle veut voyager. Je pense que le démon peut être sorti en elle, mais pas totalement. Je pense, au moment, on pense qu'elle a transmis ça à sa maman, à ma tante Antoinette, disons. Dernièrement, mon oncle fait un voyage en cours de route, parce qu'en cours de route, au niveau de Konsamba Lumla, on va dire tronçon Konsamba Lumla, il voit un chat au milieu de la route, un chat noir au milieu de la route. Déjà, mon oncle ne dormait plus bien parce que tout le monde s'est éloigné de la famille, tout le monde s'est éloigné de mon oncle et de sa femme. Il faut dire la vérité, tout le monde s'est éloigné. Nous tous, chacun est resté dans son coin en fait. Donc, il gère c'est sa femme, sont ses enfants qui gèrent ça parce qu'il a adopté cette fille comme sa fille. Et quand on a parlé, il a commencé à s'opposer à nous. On a dit, ok, on va te laisser gérer. Donc, comme tu es formé, si elle s'attaque encore à l'un d'entre nous, c'est là-bas que tu vas comprendre en fait. Mon oncle s'est mis, il voit un chat. Il gare. Après, il regarde encore, il voit plus le chat. Arrivé au niveau de Loum, il voit le chat dans sa voiture. Un chat noir. Le même chat noir assis à côté de lui. Mon oncle prend peur, il sort de la voiture, il sort de la voiture. Il revient, il ne voit plus le chat. Arrivé maintenant, il continue à rouler. Hein. Il prie, il fait les trucs en priant, en parlant, Seigneur.
Arrivé à la destination, quand il ouvre le coffre de sa voiture pour décharger les trucs, il voit le même chat. Il a laissé tout. Commencer à appeler. On a dit non, ma grand-mère a dit non. Tu as dit que tu maîtrises, c'est ta femme, ce sont tes enfants, c'est ta fille. Tu vas gérer ça comme tu peux gérer. Il a refait. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, comment ils ont géré. Je ne sais pas si mon oncle, on est seulement en train de prier que sa vie, parce qu'il a pris sa femme, ils sont quittés de là où ils ont déménagé, ils sont allés rester dans un village à l'ouest là-bas. Parce que lui, enfin voilà, il travaille, son boulot le permet de travailler d'où il veut. Donc il est resté en histoire. Il suit une histoire comme ça, mais il est quand même allé s'installer avec cette femme et ses enfants. Donc, on est là, on ne sait pas comment on va faire. En même temps, c'est notre oncle, on ne voit pas comment on va l'aider. Parce que tant qu'il vit avec elle, il subit, il nous explique ce qu'il subit. On ne peut pas faire grand-chose. On a essayé les prières et tout, mais cet esprit est toujours là. Maintenant, c'est entre sa mère et elle, on ne sait même pas maintenant chez qui c'est parti. Parce que c'est grave, en fait. C'est assez grave, quand même. Donc, vraiment, c'est une histoire qui dépasse. C'est une histoire qu'on vit. Donc, je ne veux pas dire que j'ai vécu, mais on continue à vivre. C'est vrai que ça ne m'atteint pas directement. Tout le monde s'est éloigné. Mais ça reste mon oncle et on ne sait pas comment on va régler cette histoire parce que les églises, on a vraiment tout essayé. Lui, il est là, il vit. C'est comme si elle l'a envoûté même parce qu'à un moment, il ne part nulle part. Il est là. Il sait tout ça, mais c'est comme son esprit est déjà, je ne sais pas. On ne sait vraiment pas comment on va faire. Donc, c'est un peu ça. C'était ma première histoire, on va dire. Merci beaucoup, Blanche, pour l'histoire. Bonsoir, Alice. Bonsoir, DMG. Comment tu vas? Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Et toi? Ah, ça va. Oui, mon histoire, j'ai une histoire que j'ai pas vécue. On me l'a racontée. Et tu m'entends? Oui, très bien. Oui. Bon, il y a un monsieur qui, il était fils unique. Donc, il avait pas de frère, il avait pas de sœur. Et il était fils unique, il vivait que avec sa maman. Et son papa était décédé. Et il était très très pauvre. Donc, il demandait, il trouvait pas un vrai boulot. Donc, il était trop dans les petits boulots, de jonglage. Et sa maman a eu un cancer du sein. Donc, il fallait qu'on l'opère. Il n'avait pas les moyens, il n'avait rien. Il a essayé de faire des prêts partout, mais finalement, la maman n'a pas tenu le coup et elle est décédée. Et quand sa maman décède, il informe quand même les gens, bon, ça va, tout le monde est au courant que sa maman est décédée. Et il a un camarade de classe qui vient au deuil de sa maman. Et après l'enterrement, son camarade s'approche un peu de lui. Il lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Il dit non, la mère était malade, mais j'avais pas les moyens pour la soigner. Finalement, elle est décédée. Et ça me fait très mal parce que bon, j'aurais pu sauver ma mère si j'avais trouvé un bon travail et tout. Le gars lui dit, ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Tu vas trouver quelque chose à faire. Donc, retrouve-moi au marché Mbopi. Mbopi, ce marché qui a Douala. Donc, il vient au marché Mbopi. Le monsieur lui présente quelqu'un. C'est un Biafrais. Il lui dit, nous, on va pas te demander grand chose. C'est très simple. Tu nous ramènes seulement l'os d'un enfant de 6 ans. L'os du pied d'un enfant de 6 ans. Et on te donne 3 millions, tu lances ton business. Bon. Il se dit, mais c'est un peu compliqué. Son ami lui dit, non, mais c'est comme ça qu'on fait. Et puis, c'est juste ça. Là, tu as tes 3 millions, tu peux lancer ton business et tu commences à tourner. Il réfléchit, finalement. Il commence à chercher les morguiers. Il voit avec un morguier qui lui dit que bon, il y aura une levée de corps d'un enfant de 6 ans. Désolée. Il y aura une levée de corps justement d'un enfant de 6 ans dans tel nombre de jours. Donc, il s'arrange avec le morguier et puis il va à l'enterrement de cet enfant. Bon, quand c'est l'enterrement, tout le monde peut venir. On ne sait pas qui a mené tel. Donc, il fait comme s'il est l'ami de telle personne de la famille. Il vient à l'enterrement de l'enfant. Et après l'enterrement, il a vu où on a enterré. Et quelques jours plus tard, il va déterrer et il prend l'os du pied. Il va donner aux Nigériens.
Et le Nigérian lui donne justement ces 3 millions. Bon, il se dit, voilà, ça a bien marché pour une petite affaire comme ça. Je suis sortie de là avec 3 millions. Il lance sa petite activité, ça tourne un peu. Et il n'y a pas de clients. C'est bizarre parce que son business, il a des voisins qui font la même chose. Il a commencé à vendre des pièces détachées de quincaillerie, des petits trucs de quincaillerie. Mais ça marchait pas vraiment. Il n'y avait pas de clients. Et il appelle son ami, lui dit, c'est compliqué, mon business ne tourne pas. Son ami lui dit, il faut aller voir le monsieur, il va te dire comment faire. Le monsieur lui dit, ok, aujourd'hui, je te demande pas grand chose. J'ai besoin d'un autre truc. Un os d'un enfant et d'une fille de 16 ans. Mais là, on ne veut pas une fille qui est déjà morte. On veut une fille que toi-même tu auras tuée. Il dit non, je peux pas. Le monsieur dit, bon, dans ce cas, on sait pas comment tu vas faire, tu vas te débrouiller, mais sinon, c'est tout ce que je peux faire pour toi. Si tu m'apportes l'os d'une fille de 16 ans, fraîchement tuée, là, ça va aller. Il se dit, bon, ça va. Il va oser. De toutes les façons, il est déjà noyé. Là, il commence à faire le tour de la ville de Douala. Il rencontre des filles de rue. Les filles qui sont en rue, dans les trottoirs, qui font la rue. Et il te rencontre, il te demande ton âge, tu dis tu as 17 ans, il te dit descends de ma voiture. Et puis il rencontre une autre, tu as 16 ans, ok. Il a trouvé une fille de 16 ans. Il l'a menée chez lui et il lui a donné une Malta. Il a donné une Malta, pardon, ma voix n'est pas très bonne de froid en train de me tuer. Il lui a donné une Malta et il a empoisonné la Malta et la fille est morte. Il a enlevé l'os du pied et il a emballé le corps. Le reste du corps, il est parti jeter quelque part. Ok, il est parti donner au monsieur, le monsieur lui a donné l'argent et puis c'est comme ça que ça a continué. Finalement, il se retrouve en train d'avoir tué beaucoup de personnes et sacrifié. Et à un moment, il tombe malade, il a eu l'éléphantiasie. Donc il pouvait plus bouger, ses pieds étaient enflés. Il est resté couché chez lui. Il avait construit une maison à Makepe Misoke. Il reste couché chez lui. Les gens qu'il a tués, il commence à voir des gens entrer chez lui. Il est surpris parce qu'il vit seul. Il n'a pas pu se marier parce que s'il se mariait, la femme avec laquelle il vivait devait se rendre compte de son business parce qu'il ramenait des gens pour les tuer chez lui. Il faisait le boulot chez lui. Et il s'est pas marié, il vivait toujours seul, il avait une copine, mais elle n'était pas là. Et les gens qu'il a tués commencent à venir chez lui réclamer leur partie du corps. Donc, une femme arrive, elle dit qu'elle veut son pied. Une autre femme arrive, elle dit qu'elle veut sa main. Une autre femme arrive, elle dit qu'elle veut son bras. Donc, il ne savait plus quoi faire. En plus, il avait des fantasies. Donc, une de ses voisines se rend compte que le monsieur, on ne le voit pas trop. Elle toque un jour chez lui, elle le voit assis, mais d'une façon carrément méconnaissable. C'est cette femme alors qui l'amène dans une église et il va témoigner tout ça. Il est allé dans cette église, il a témoigné. Je pense que c'est même passé dans une chaîne de radio aussi, au Cameroun. Il a témoigné, il a raconté tout ce qu'il avait fait. Et après, bon, je sais pas s'il était mort ou pas. Donc voilà, la morale de ça, c'est que bon, faites attention quand même aux personnes qu'on rencontre. On ne rentre pas chez n'importe qui et n'importe comment. Donc voilà. Wow. Merci beaucoup pour l'histoire, Alice. De rien. Bonne soirée. Dans les commentaires. Lynn, la princesse, bonsoir. Bonsoir DMG, c'est comment? Je vais très bien, toi. Non, ça va. Ça fait longtemps que je suis tes lives. Quand j'ai un peu du temps, je suis fixée là à regarder. Moi, j'ai voulu partager mon expérience et mon histoire ce soir avec les personnes qui me suivent. Ouais. Cette histoire s'est passée quand j'avais à peine 12 ans et que je vivais chez nous. Donc, je tiens aujourd'hui à attirer l'attention de beaucoup de personnes sur les voisins, les gens qu'on fait entrer à la maison, les gens qu'on aide. Souvent, c'est pas trop nos amis, souvent ce sont nos ennemis, même proches. À l'époque, mon papa avait chuté et on nous a fait rentrer au village. Moi, je suis camerounaise de Banjo. On nous a fait rentrer au village et mon papa est allé dans notre concession et il a pris une petite case. On faisait la ferme, on faisait beaucoup de trucs.
Il y avait des moments où il quittait la ville et puis il rentrait de temps en temps avec beaucoup de provisions. Donc, dans le quartier, il avait au moins 25 homonymes. Quand une femme accouchait, c'est son nom qu'on mettait. Si la voisine accouche, c'est son nom qu'on met. Mais parmi les enfants du quartier, il y avait un petit qui avait 6 mois quand il venait à la maison tout le temps. Et il a pris la peine de venir. Matin, soir, il mange. Le soir, il mange. Le matin, il mange. À midi, il mange. Il revient quand il veut. On a duré avec lui comme ça pendant 5 ans. Et ma maman était tellement malade. À chaque matin, ma maman tombait. Le soir, mon petit frère tombe. Après, j'ai même eu un qui est décédé. Et ce petit, quand il a eu 11 ans, il est arrivé un matin à la maison. Maman avait fait du poulet. On le sait, le poulet. Il dit, regarde comment le poulet là est sucré comme le sang de quelqu'un. Donc, il a dit ça en patois, que le poulet si est sucré comme le sang de quelqu'un. Ah, ma mère lui dit, mais sucré comme le sang de quelqu'un comment? Il dit, on mange, j'ai les choses à te raconter. Ma mère nous dit, allez à la cuisine, mettez le poulet dans le plat de l'enfant ici. On met le poulet. Il dit que j'ai dit non, le truc si est sucré comme le sang de quelqu'un. Ma mère lui dit, tes bêtises que tu veux m'amener là, Wafo, j'espère que c'est pas en journée. Il dit, tu ne sais pas que nous on s'envole. Donc il expliquait comme ça en patois. J'espère que c'est pas son nom que tu as appelé comme ça. Hein. C'est son nom que j'ai appelé. Puisque c'était l'homonyme de mon papa. Okay. Et quand il dit ça comme ça, mon papa lui dit, ce que j'entends à l'église, parce que mon papa était ancien d'église. Donc c'est quelqu'un qui est tout le temps dans les prières, tout le temps il a la Bible expliquée, machin, truc. Mon père lui dit, attends, je vais pas prendre ma caméra, hein. Attends-moi sur place. Il dit, mais vous êtes étonné, pourquoi vous ne connaissez pas qu'on s'envole? Ma mère dit, s'envoler comment? Assois-toi ici, il nous explique. Vraiment, je me suis retrouvée dans un quartier de Yaten. Il me dit, tu vois la voisine d'en bas, sinon? On dit oui, on s'envole ensemble. Tu vois Tate qui vient souvent prendre le manioc chez vous, non? On dit oui, il dit, on s'envole ensemble. Tu vois celle-ci à qui ton père a donné la lumière, non? On dit oui, il dit, on s'envole ensemble. Il dit, tu vois l'ami de ton père ici qui vient manger chaque matin, non? Nous, on dit oui, il dit, on s'envole ensemble. On dit, mais Wafo, comment? Il dit, je vous dis non, vous sortez vos yeux. Tu vois comment ta mère est malade là? On dit oui, il dit qu'il venait le soir comme ça pour manger ma mère. Mais comme mon père aime trop prier, ils ont entendu. Mon père disait le feu, le feu, le feu, le feu. C'est comme ça que ça les a brûlés. Et quand sa mère fuyait, sa mère a cassé son pied. C'est pour ça que sa mère est gravement malade à la maison. Et depuis, elle demande à ma mère de monter, la rendre visite. Dès que ma mère va traverser le seuil de la porte, elle va guérir. Parce que dans leur rituel, quand ils te mangent dans la nuit, comme ils sont voisins, il faut qu'à 6 heures, ils viennent toquer chez toi, même 8 heures comme ça. Que tu sois la première personne à leur donner soit de l'eau à boire, soit à manger pour qu'ils puissent descendre ça de la gorge si c'est calé. J'ai dit, Seigneur, nous on vit d'Ayaten sans connaître. DMG nous a cité tout le quartier était dans la sorcellerie, jusqu'à la grand-mère qui demandait les produits le matin. Comme cela ne suffit pas, il nous dit, est-ce que tu vois la tata qu'on a opérée là? On me dit oui. Il dit, c'est nous qui avons fait ça. La mère de la tata là, on siège, il y avait un arbre là, près du lycée. Il dit à ma mère, tu vois comment l'arbre là, il n'y a jamais les fruits sur ça, non? Ma mère dit, oui, on ne faisait que mettre le poulet dans son plan. Il dit, l'arbre là, c'est où on siège. Mais il y a une chose que je vais vous dire. Ma mère dit, dis papa. Il dit, il ne faut plus manger le manioc de ma mère. Quand elle vient ici creuser le manioc dans ton champ comme ça, elle dit qu'elle va aller se battre au carrefour pour vendre. On lui dit, oui papa. Il dit, quand elle fait ça comme ça, elle dit, elle te mange dans la nuit. Elle prend une petite partie comme ça là, de ce qu'elle a mangé dans la nuit. Elle met ça sur le manioc qu'on a fait là. Quand elle vend ça aux gens, ça passe. Que beaucoup de personnes comme ça au quartier. Et comme ma mère aime le Congo, ça, ma mère ne faisait que doser le poulet. Il dit, attends, elle va te tuer. On a tué telle personne ici au quartier avant-hier. Tu vois pas Sam qui est à la morgue là, non? On lui dit oui. Il dit, ok, c'est nous qui l'avons tué. Moi, c'est juste une petite histoire de ce que j'ai vécu dans mon enfance parce que j'étais dans un quartier où on a dû quitter le plus tôt possible pour aller en ville. Nous, ma mère appelait le quartier là, Yaten. Juste pour dire aux gens, souvent les voisins, souvent les amis ne sont pas les amis. Souvent tu te réveilles le matin comme ça, on vient te faire des cadeaux empoisonnés. C'est-à-dire, ils viennent te manger dans la nuit et très tôt le matin, ils reviennent encore te donner ton propre sang pour que tu manges.
Je t'assure, jusqu'à nos jours, moi, j'ai la phobie de l'amitié. Je n'aime même pas les voisins. Je suis commerçante, mais quand tu viens me dire le matin, Lynn, bonjour, je dis, celui-ci est venu comme ça là, ou dans la nuit, il m'a fait quoi? Je dis, ce petit nous a expliqué comment il déterre les gens au quartier, comment quand quelqu'un meurt, généralement, cette personne n'est pas morte. Et à minuit, ils vont faire des trucs sur la tombe là. Il y a une petite fille qui est morte au quartier. Ça faisait, aujourd'hui, ça va faire 25 ans. Mais quand il nous racontait l'histoire, ça faisait à peine 6 mois. Parce qu'il a raconté l'histoire 2 semaines après, sa maman est décédée. Il dit ceci à ma mère que, est-ce que tu sais que la petite fille qui est morte là n'était pas morte? Ma mère lui dit comment? Il dit non. Quand nous on mange quelqu'un comme ça, elle meurt, nous on demande à sa maman de ne pas mettre le corps à la morgue. Donc on va mettre dans les bananiers et quand on va enterrer la fille le lendemain, à minuit, nous, on va aller sur la tombe, là, on va faire des incantations, elle va sortir et on va la sacrifier. Quand tu nous vois, là, on entre dans les avions. On est riche. J'ai un petit enfant, hein. Il avait à peine 12 ans. Je te jure, le petit, là, ne vit plus aujourd'hui avec sa mère et les voisins parce que 3 ans après, il est mort. Quand mon père allait montrer la vidéo à l'église, les gens sont descendus chez sa maman. Elle a commencé à demander pardon. Vraiment. Donc, une semaine après, elle était folle. Vraiment, juste pour dire aux gens, beaucoup de vigilance. Les amitiés qui sont dehors là, ça ne vaut pas la peine. Le voisinage même pour qu'un voisin donne la nourriture à ton enfant pour que l'enfant mange, ce n'est plus. Sa maman est morte 2 semaines après. Moi, je dis, c'est mon histoire à moi. C'est mon histoire à moi. Moi, j'avais la phobie quand j'allais à l'école. Je voyais les gens passer. Tellement j'avais peur parce que comme j'avais un papa qui était à l'église, il nous faisait voir les films à l'époque. The End of the Week, l'enterrement difficile, il y a tellement. Donc, j'ai l'habitude de mettre cela pour nous édifier, non, pour nous demander de ne pas prendre les bonbons aux gens à l'école, de ne pas sortir n'importe comment. Moi, c'est pour... Aujourd'hui, je suis maman de 4 enfants. Moi, j'éduque mes enfants selon la bonne voie. Il y a souvent des voisins, là, même quand tu viens donner le cadeau à mon enfant, moi, je te demande de ne pas donner à manger à mon enfant ou autre chose parce que c'est bizarre. C'est trop bizarre. Les gens sont très bizarres d'ailleurs. Tu ne sais pas comment les gens cuisinent chez eux. Tu vis avec les voisins qui sont sorciers. Tu peux vivre même à la maison avec ton enfant et ensuite on l'initie. À la cantine, moi je refuse parce que même ces femmes qui sont à la cantine de l'école, souvent tu ne connais même pas comment elles font pour faire la cuisine, pour que les enfants aiment. Moi je demande à toute maman de nos jours de vraiment être vigilante sur ce qui concerne le voisinage et tout. Le voisin ne vient pas toujours parce que le voisin t'aime. La vie est Merci très beaucoup bizarre. Moi, pour je vois ça l'histoire, tout le Lynn. temps, mais oui, j'ai demandé à partager cela avec vous si ça peut vraiment aider d'autres personnes parce que moi, Non, ça va, depuis ce qui est sûr, petite, ça va aider beaucoup de personnes. Ici, là, on est depuis quand même petite 1300. Même jusqu'aujourd'hui, si 1000 je personnes suis... refusent, il y aura quand même 300 qui vont dire, oui, moi, je vais essayer de dire à mes enfants de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. C'est ce qui est Non, très non, clair non. là-bas. Moi, c'est une histoire qui m'a touchée. Histoire qui m'a glacée. Je suis dans un entourage, je suis commerçante et tout. Mais j'arrive pas à communiquer avec les gens. Tu vois un petit enfant de 11 ans qui est initié, il tue les gens, il est au quartier, il te dit comment il vient porter les enfants des gens pour se balader avec. Ça ne vaut pas la peine, papa. Wow. Il faut que les mamans soyons vigilantes, soyons même vigilantes au genre de nounous où on ramène à la maison. Parce que les mamans aujourd'hui écrivent sur Facebook. Moi, je vois recherche de ménagère. Tu ne sais pas de quel ventre la ménagère est sortie. Tu ne connais pas le caractère de chez eux. Vraiment, on ne prend pas la peine. Moi, je vois beaucoup de mamans sur Facebook écrire recherche de ménagère. La ménagère dit oui. Elle emploie seulement la ménagère à la maison. Souvent, il faut beaucoup prier pour que le Seigneur nous montre la bonne voie, vraiment.
Oui, oui. C'est D'accord. mon histoire que je tenais à raconter avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Dans les commentaires. Merci aussi. D'accord, papa. Bonsoir, Asnat. Bonsoir la communauté DMG. J'espère que tu vas bien. Bon, ça va pas vraiment parce que j'ai des très sérieux problèmes sur les plans spirituels, mais quand même ça va. Je suis montée parce que l'histoire qui est arrivée dans ma vie, ça me concerne personnellement. Et en fait, j'avais trop peur de parler de ça, mais vu que mon cœur m'a poussé à parler de ça, je dois vraiment parler. Quand je suis née, on m'a donné le nom de ma grand-mère, la grand-mère à mon père. Et c'était un nom vraiment très compliqué. Dans ma jeunesse, je grandissais, j'étais vraiment brutale, je me battais avec tout le monde, donc j'étais une fille vraiment brutale. Et ma grand-mère est morte en 2019. Quand elle est morte, une de mes tantes qui porte aussi son nom, qui est sa fille, elle est venue à Lubumbashi et tout. Parce que moi, je suis au Congo, en RDC. Quand elle est venue et tout, elle s'est trop attachée à moi. Elle s'est trop attachée. Ma mère était contre ça. Bon, moi, j'étais trop naïf. Je me disais, bon, c'est ma tante, qu'est-ce que je peux faire? Puis elle est repartie pour rentrer en 2022. Et quand ma tante, elle est rentrée, elle a commencé à m'appeler, elle a commencé à me donner des choses, des vêtements en fait. Une fois je suis rentrée avec ces vêtements à la maison, maman m'a dit, non, je suis vraiment contre que tu puisses mettre ces vêtements-là. J'ai dit, ah maman, qu'est-ce que ça fait, tout, truc. Maman m'a dit, non, ne les mets pas. Je dis, non, moi personnellement, c'est ma tante, je veux mettre. Et quand je mettais ces habits, c'est comme si c'était plus moi, mais on dirait que mon corps, il était possédé par deux choses. Et j'arrivais pas à comprendre c'était quoi. Et à partir de là, je commençais à faire des choses que je ne faisais pas avant. J'ai commencé à fréquenter des gens, des endroits que je fréquentais pas avant. Donc, j'ai été une femme différente de celle que j'étais avant. Et j'ai commencé à souffrir à cause de ça. J'ai commencé à pleurer parce que ça n'allait plus dans ma vie. À chaque fois qu'un homme venait et te propose mariage, après il part. Il dit, il va partir comme ça, t'as plus de suite, rien du tout. Et dernièrement, j'ai pris la décision, j'ai dit, mais non, trop c'est trop. Moi, je sers quand même Dieu, mais pourquoi ce genre de choses, ça m'arrive à moi? Je commençais à prier, jusqu'à ce qu'il y a eu des révélations. Déjà que ma mère, c'est une femme qui prie beaucoup. Elle m'avait déjà dit de faire attention à moi parce que il y avait des choses pas bien qui s'est planifiées. Et j'ai dû prendre d'autres habits que j'ai donnés. Je suis restée avec d'autres. Et ce qui s'est passé aujourd'hui quand j'étais à la prière, en fait, Dieu, il est bon, Dieu, il agit, en fait, dans la vie des gens. Il y a une très forte puissance de Dieu. J'arrivais pas à comprendre ce qui m'arrivait. Et quand on a commencé à prier, il y avait cet esprit-là des sirènes qui voulait pas quitter, en fait. En fait, c'est quelque chose qui voulait rester. C'est quelque chose qui voulait, en fait, bloquer ma vie, que je n'avance pas, que je ne puisse pas réussir dans ma vie. Aujourd'hui, il y a des gens qui souffrent dans leur vie, pas parce qu'ils ont voulu ou quoi que ce soit, non, mais parce que le diable ou le monde des ténèbres a imposé des choses dans leur vie. Mais Dieu, tellement qu'il est amour, il est grand, l'histoire m'est arrivée aujourd'hui, je me suis sentie libérée. Et ça m'a boosté en fait d'en parler, de dire aux gens que bien que Dieu est là pour délivrer, mais la décision aussi nous appartient. Il y a des choses qu'on doit dire dans la vie. Non, j'ai dit non, assez au diable, je veux plus de ça dans ma vie. Et Dieu, il sera là, il va vraiment nous aider en fait. Je tiens à te remercier de m'avoir fait monter. L'histoire, elle est tellement longue, je peux pas, je te donne juste des briefings de ce qui s'est passé et merci beaucoup.
Merci beaucoup pour l'histoire, Asmat. Je savais pas que c'était moi qu'on allait prendre. Bonsoir. Voilà. Elle a été prise, non? Bon, c'est une histoire que j'ai vécue quand j'étais toute petite. En fait, je vais partir tout droit. Quand j'étais toute petite, non, je suis pas gabonaise. Quand j'étais toute petite, j'avais l'âge de 7 ans comme ça. Pardon, faut pas gérer les commentaires, non, sinon tu vas nous distraire aussi. Ok. Quand j'étais petite, j'avais l'âge de 7 ans comme ça, 7 ans, 8 ans. Et du coup, notre maison, c'était la maison là où on venait souvent faire la prière, quoi. Donc, la prière que vraiment priait, il y avait un prêtre exorciste qui venait souvent à la maison. Et du coup, comme ma grand-mère, c'est quelqu'un en fait qui est beaucoup sociable. Et du coup, elle invitait souvent certains de ses amis venir à assister à la prière, quoi. Et du coup, dans ce groupe-là, en fait, il y avait une grand-mère, en fait, une copine à ma mère avec qui elle vendait, à ma grand-mère, en fait, qui vendait avec elle au marché. Et elle était venue à la prière avec ses petits-enfants. Donc, elle avait 4 petits-enfants, deux garçons et 2 filles. Et la plus petite fille, apparemment, c'était elle, le chef dans la sorcellerie, en fait. Donc, c'était le grand-mère qui les initiait, quoi. Du coup, là, le truc, ça s'est passé comment, en fait? Les enfants, ils ont raconté au prêtre que notre grand-mère nous a initiés parce que elle nous appelle dans sa chambre et tout, et elle nous demande de manger. Donc, elle fait sortir un petit mets de pistache. Elle donne aux enfants, à chaque enfant, que manger et tout. Et puis, maintenant, allez dans votre chambre. Après, quand minuit va sonner, vous sortez, vous dites à votre mère que vous voulez aller pisser, quoi. Chacun à son tour, les enfants, ils partaient, ils demandaient à leur mère parce que les 4, ils avaient la même mère, quoi. Chacun partait à son tour, dit à maman, je vais pisser. Et la mère arrivait dehors avec l'enfant. L'enfant s'accroupit pour pisser. Et 10 minutes, l'enfant est toujours là. Il demande à l'enfant de se lever. On va entrer parce qu'il se fait tard. Mais l'enfant ne comprend rien. Au final, elle porte l'enfant pour entrer avec l'enfant, quoi. Elle ne comprend rien, quoi. Donc, c'est ça qu'ils expliquent au pasteur, quoi. Et apparemment, la plus petite, elle avait de l'âge de 2 ans comme ça. C'était elle, la grande chef, en fait, c'est elle qui commandait. Et quand le pasteur demande que toi, en fait, t'as mangé quoi? Elle dit, moi, j'ai mangé la tête parce que moi, je suis le grand chef, c'est moi qui commande, donc c'est moi qui mange la tête, quoi. Et c'est moi qui décide ce que les autres vont manger. Et c'est la petite fille de 2 ans qui disait ça. Hein. C'est moi qui décide ce que ma grand-mère mange. C'est moi qui décide ce que mes grands frères vont manger. Ou c'est moi qui décide ce que mes frères et sœurs mangent. On a dit, ah d'accord, ok. Et votre grand-mère, elle fait comment en fait quand tu es là-bas? Elle dit que sa grand-mère en fait, c'est dans le monde spirituel en fait. C'est elle la plus petite en fait. Donc, eux, c'est elle qui les a initiés, mais arrivée là-bas, c'est la plus petite, c'est la patronne, quoi. Et sa grand-mère, c'est la plus petite, quoi. Donc, là-bas, après la petite, au fur et à mesure qu'ils sont petits, en fait, au fur et à mesure, ils ont le grade, quoi. Et du coup, le pasteur demande encore. Et parmi la famille, là, il y avait un aussi qui était venu, un de leurs oncles, en fait. Leur oncle, là, du coup, dans leur famille, ils ont des gens haut gradés, quoi. Donc, leur oncle, là, ils ont 3 frères comme ça, gradés. Donc, ces 3 frères-là se sont consacrés pour lui mettre un démon, en fait, dans lui. Je te jure que DMG, quand on faisait la prière à la maison, le gars, là, il soulevait une à moi. Il y avait les verres, les assiettes avec une main. Et quand on le délivrait, nous, les enfants, on était obligés de partir dans l'autre pièce parce que si le démon devait sortir, je te jure que quand on parlait au démon, on demande au démon, tu es qui en fait? Pourquoi tu fais quoi dans ce corps? Le démon dit, fichez-moi le camp, je fais ce que je veux, je suis le patron de ce corps. Si vous n'êtes pas d'accord, après, on commence à prier, on le met... les crocs sur le corps, pas les yeux, les narines et tout. Le démon dit, attendez, je vais sortir. Et après, quand maintenant, on stoppe le croc, quoi, parce qu'on mettait le sang de Jésus. Il y a une huile là rouge qu'on dit, chez nous les chrétiens, on dit sang de Jésus. Il y a
un truc là aussi, le parfum Saint-Michel-Archange, en fait, l'encens qu'on travaille avec, quand on le met ça sur le corps, le démon dit qu'il veut sortir, mais quand on arrête, le démon dit que non, je ne veux plus sortir, je ne veux pas sortir. Vous faites quoi? Vous montez, descendez. Vous montez, vous descendez. Le corps, si ça m'appartient, c'est mon corps. Donc, c'est que vous voulez, non. Je vais que rester sur ça. Après, maintenant, quand on recommence les prières, non. Et le démon dit, il veut sortir jusqu'à comme ça. À chaque fois, en fait, les enfants, on les avait délivrés. Et l'autre monsieur, tellement son démon était fort, on avait demandé à ses frères et sœurs qu'ils étaient au gradé parce que franchement, pour enlever ce truc-là dans son corps, il fallait vraiment le matériel, quoi, le bon matériel. Et on avait, puisque lui, on l'avait franchement, son démon était vraiment concentré pour qu'il ne puisse rien faire dans sa vie. Il n'avait pas de travail. Même quand il venait souvent à la prière, c'était la grand-mère là qui le payait le transport, quoi. Et du coup, on avait demandé à ses frères et sœurs de cotiser pour qu'on enlève le démon dans son corps, mais non. Personne n'a cotisé jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si le démon est sorti ou s'il a toujours le démon dans son corps. C'était un peu ma petite histoire de ce soir. J'ai encore une autre, mais je vais descendre pour que d'autres viennent raconter. D'accord, merci beaucoup, Chancy Chou. De rien, à toutes. Le gars qui s'est moqué de moi carrément, qui dit que DMG, toi, tu as me connaissé de 1000 francs là, c'est fini. Hein. C'est facile. C'est facile de poster une vidéo de près de 1h30, parfois 2h tous les jours sur YouTube. Ça fait au moins 3-4 gigas. Hein. Il n'y a pas la 5G, il n'y a pas la connexion. C'est pas comme ça, c'est pas facile d'avoir ça. Hein. À l'époque, je faisais une vidéo, je postais mes 5 minutes là. Ça me prenait à peine 80 mégas, 100 mégas. Dans ma connexion d'1 giga par jour, ça me suffisait. Mais aujourd'hui, avec la demande, avec le travail qu'on fait, avec les lives et tout, il faut poster, il faut télécharger les directs après les directs de plus de 4 heures quelque chose. C'est beaucoup de gigas. Tout le temps qu'il faut faire. Hein, avec les petits moyens, on n'est pas sponsorisé par quelque chose. Il n'y a aucune marque, aucune entreprise qui est derrière ce qu'on fait. C'est nous-mêmes qui nous finançons avant de faire ce qu'on fait là. Et tu viens te moquer de moi. Et tu te crois grand parce que tu as mis ta connexion, tu regardes un live comme tu veux, tu pars quand tu veux. Et tu viens te moquer de moi. Hello. Bonsoir Lydia. Bonsoir DMG. Ton émission, c'est comme un médicament. Hein? Quand tu commences à apprendre, tu ne peux pas t'en empêcher. Ah bon? J'étais sur YouTube même. J'ai oublié, j'ai laissé l'heure passer. Ok. J'ai une histoire à raconter. C'est dans un appartement avec beaucoup d'habitants. Il y a toutes sortes de pays. Excusez, je ne savais pas que tu allais me prendre. Je respire comme ça. C'est pas facile de parler. Que les auditeurs soient passés, il ne faudrait pas qu'ils nous chauffent. C'est pas facile de monter. On ne gagne rien en montant, c'est juste raconter nos expériences. On espère que ça va changer la vie de quelqu'un. Donc, qu'ils soient un peu... Yeah. Ok. C'était dans un appartement où vivait tout le monde, chaque pays. On avait une voisine guinéenne qui est morte dans sa chambre, dans son appartement. Et yeah. 2 jours plus tard, la dame de ménage est venue, la porte était fermée, je ne sais pas, mais après ils ont senti une odeur bizarre. Moi, je n'étais pas là à ce moment. C'est après on m'a conté l'histoire. Donc, bon, après ils ont découvert que la dame est morte dans l'appartement. Elle n'a pas de famille, elle est guinéenne et c'était au Ghana. Donc, ils ont tout fait pour entrer en contact avec sa famille. Sa famille est venue l'enterrer et sa famille est partie. 2 semaines plus tard, la dame de ménage est venue encaisser est venue encaisser son argent qu'elle a travaillé pour la dame. La dame ne l'a pas payé et la dame est morte. Donc, comme la dame, la guinéenne, avait plus d'affinité avec la sud-africaine, la femme de ménage ghanéenne, excusez-moi les Ghanéens, c'est juste l'histoire que je compte. La dame a allé encaisser l'amie de celle qui est décédée. Elle dit, mais mon amie est décédée, tu sais dans quelles circonstances on l'a découvert et tout et tout. Elle n'est pas morte comme ça parce qu'elle a voulu mourir. Donc tu m'encaisses. Tu ne peux pas juste laisser tomber. Elle dit, non, j'ai travaillé. Elle dit, mais je ne suis pas de sa famille, c'est juste mon amie. Et elle était bien avec toi quand elle était vivante, elle te donnait plus que le salaire. Pourquoi tu viens m'encaisser?
Elle dit non, elle a travaillé, elle veut son gain. Elle a insisté même. Et la dame dit, ok, comme tu insistes, c'est combien? Elle a dit, oui, la dame avait les aérés, elle n'a pas payé, donc elle a même ajouté l'argent. La voisine sud-africaine lui a donné. Elle dit, ok, tiens, prends ton argent. Tu n'as pas de compassion. Elle lui a donné l'argent, elle-même, elle a oublié l'histoire. Une fois, en passant, elle-même, elle a quitté le pays. Et c'est une fois le propriétaire de la cour de l'appartement dont elle était l'appelle pour dire la dame de ménage te cherche. Me cherche comment? Je ne suis plus là. Pourquoi? Quelle dame de ménage? Elle-même, elle ne se souvenait plus de l'histoire. On dit non, la dame de ménage de ton ami qui est décédée. Ça faisait déjà 3 à 4 ans. La dame te cherche parce que elle dit l'argent que tu lui as donné est la source de ses problèmes. Donc, elle te cherche pour te demander pardon. Elle dit, mais je ne peux plus revenir dans ce pays. On m'a affecté dans un autre pays, je ne peux plus revenir. Et ne lui donne pas aussi mon numéro. Donc, même aujourd'hui, la dame de ménage cherche l'autre dame pour lui demander pardon. Parce que l'autre dame, avant de donner l'argent, dit, mais toi, tu as tes 4 membres, tu as tes pieds, tu as tes mains, tu es vivant, tu respires. La dame est morte, on ne sait pas dans quelles circonstances elle est morte. Et tu viens m'encaisser, pour combien? Tu n'as pas eu de compassion. Donc, c'est une manière de dire, il faut qu'on ait un peu de compassion pour des gens qui sont décédés, ou même pour tout le monde. Quelqu'un qui est mort, tu vas l'encaisser d'une manière indirecte. Tu vas encaisser son ami qui n'a rien à voir avec cette histoire. Donc, c'était un peu ça. Merci beaucoup, Lydia. Okay. Bye bye et bonne soirée. Les commentaires. Bonsoir, Mélodie. Bonsoir, DMG. Vous allez bien? J'espère que tu vas bien. Oui, ça va, grâce à Dieu, ça va. En fait, moi, c'est pour raconter une histoire de mon grand frère. En fait, mon grand frère était un homme en tenue. Attendez, je change de question. Voilà, je disais tantôt, mon grand frère était un homme en tenue. Et du coup, il travaillait au nord. Il a fait, je pense, 10 ans au nord. Et là, du coup, on avait notre premier grand frère, père à son âme, il était mort. Il avait son ami qui était dans l'armée de l'air. Et là, son ami, il a fait du genre, il a enlevé mon deuxième grand frère du nord pour l'amener sur Yaoundé. Arrivé donc sur Yaoundé, il dit à mon grand frère que mon grand frère va être son chauffeur. Mon grand frère, il n'a pas nié. Il a dit d'accord. Et c'est comme ça que chaque fois quand il avait ses sorties, il appelait mon frère pour que mon frère parte l'accompagner. Et un jour donc, il dit à mon frère comme quoi, je voudrais que tu m'accompagnes quelque part. Mon frère a dit qu'il n'y avait aucun problème. Mon frère prend dans la voiture, il part chercher l'ami de mon feu grand frère chez lui. C'est comme ça qu'il monte dans la voiture. Il dit à mon frère, accompagne-moi à un hôtel de la place, c'était à Yaoundé. Et arrivé devant l'hôtel, il dit à mon grand frère que tu m'attends dans la voiture. Moi, je monte à l'hôtel et arrivé dans la chambre d'hôtel, je vais t'envoyer le numéro de la chambre. C'est comme ça qu'il a fait. Il est descendu de la voiture. Il est monté dans la chambre d'hôtel. Après, peut-être, mon grand frère a attendu dans la voiture pendant 30 minutes. C'est comme ça qu'il envoie un SMS à mon grand frère. Il dit à mon grand frère, tu me retrouves au 5e étage. Donc, il a donné le numéro de la chambre par SMS. C'est comme ça que mon grand frère, il descend de la voiture, il ferme la voiture, il entre dans l'hôtel. Arrivé donc dans l'hôtel, il prend l'ascenseur, il arrive au 5e étage, il regarde le numéro de la chambre. Quand il voit donc le numéro de la chambre, il fait ce que l'ami de mon feu grand frère l'avait demandé de faire. Il arrive devant la porte de la chambre, il toque, on lui demande d'entrer.
Et quand il ouvre la porte, il trouve beaucoup de gens dans cette chambre. Tout le monde était assis. Et au niveau de la table, il y avait une femme blanche qui était toute nue. C'est comme ça que l'ami de mon premier grand frère demande donc à mon deuxième grand frère d'entrer. Il entre donc, et quand il entre, l'ami de mon premier grand frère demande à mon deuxième grand frère qui était militaire de s'asseoir. Et que quand il demande donc à mon grand frère de s'asseoir, il y a un sixième sens qui lui a dit non, il ne faut pas t'asseoir. C'est comme ça que mon grand frère dit donc à l'ami de mon premier grand frère que non, j'ai une commission parce que l'ami de mon premier grand frère, je peux dire qu'il a grandi chez nous parce qu'il venait chez nous, il dormait, donc il connaissait mes parents. C'est comme ça que mon grand frère lui dit donc que non, j'ai une commission à faire aujourd'hui parce que maman doit m'appeler et j'ai laissé mon téléphone dans ta voiture. Donc, ce qui va se passer, c'est que tu me laisses le temps de descendre, récupérer le téléphone qui est dans la voiture. Et comme ça, donc, il dit à mon grand frère que, ok, mon petit, va donc récupérer le téléphone et après, tu reviens. C'est comme ça que mon grand frère descend donc il descend, il prend l'ascenseur, il descend et quand il sort de l'hôtel, arrivé devant la voiture du monsieur, il appelle l'ami de mon feu grand frère pour lui dire que grand, vraiment, je suis désolé, ce que tu voulais me faire là, je n'ai pas aimé. Mais car cela ne tienne, tu vas venir trouver tes clés dans ta voiture. Donc, c'est donc ce qui s'est passé. Et depuis ce jour, mon grand frère a bloqué l'ami de mon feu grand frère. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que dans la vie, ce n'est pas parce que c'est l'ami de ton grand frère que tu vas lui suivre partout. Parce que si mon frère n'avait pas un sixième sens, le monsieur allait le vendre. Donc, c'est ça mon histoire de ce soir. Wow. Merci beaucoup pour l'histoire, Mélodie. De rien, DMG. DMG. Voilà, merci. Et les commentaires. Commentaires. N'oubliez pas qu'on a le live sur YouTube à 18h dimanche où on va écouter plusieurs histoires de WhatsApp. N'oubliez pas. Dimanche, 18h, un terrible live sur YouTube. YouTube, not TikTok. Pas Facebook. YouTube. Hein? Parce que la dernière fois, les gars, pendant qu'on était sur Facebook, ils sont partis sur YouTube. Voilà. Donc, c'est sur YouTube à 18h00, heure du Cameroun. YouTube, dimanche, 18h00, heure du Cameroun. La vidéo de 12h va toujours être là. Donc, on aura une vidéo de 10 histoires à 12h. Et puis, on aura le direct aussi à 18h, ce même jour-là. Ça va être un jour spécial histoire mystique. Voilà. C'est DMG. Dieu me guide. Donc, restez connectés. Demain, 12h pour la rediffusion. Dimanche, 18h sur YouTube pour le live. Vendredi, ouais, comme d'habitude, sur TikTok. Les rediffusions tous les jours à 12h sur YouTube. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Hein. Abonnez-vous à YouTube là, parce que là-bas, on va faire beaucoup de directs, beaucoup plus sur YouTube. Parce que là-bas, c'est quand même une plateforme sûre. On ne risque pas de dire qu'on t'a banni pour contenu communautaire, machin, vu que le contenu est assez original. Facebook, dès que tu poses un peu un truc, c'était les copyrights. TikTok, copyright, c'est quoi le problème? Hein? Voilà.